Dans les transparents précédents, on a obtenu l'équation du mouvement du tuyau parcouru par un écoulement. Donc, on a une équation différentielle d'ordre 4 en espace et d'ordre 2 en temps. C'est-à-dire qu'on a un terme où apparaît la quatrième dérivée du déplacement W en espace et puis un terme où apparaît la deuxième dérivée en temps, donc l'accélération. Donc, comment est-ce qu'on fait pour résoudre cette équation-là, puis évaluer la stabilité du système? Donc, c'est ce qu'on va faire dans la présente capsule. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est venir définir des nombres adimensionnels pour représenter notre équation différentielle. Donc, on va définir un déplacement adimensionnel, une coordonnée adimensionnelle et puis un temps adimensionnel basé sur la fréquence d'une poutre de rigidité EI correspondant à notre tuyau et avec la masse de la poutre et la masse du fluide qu'elle contient. On va avoir besoin de la vitesse réduite, UR, et ainsi que d'un nombre de masses. Ici, notre nombre de masses, il va être un peu différent des formulations qu'on a utilisées précédemment. Dans le fond, l'idée, c'est qu'on a grand M qui est notre masse fluide et puis petit m qui est notre masse structurale. Donc, si la masse fluide, elle est très faible, donc ça tend vers 0, on va avoir un bêta qui tend vers 0. Alors que si la masse fluide est très, très grande par rapport à la masse structurale, mais là, on va avoir quelque chose qui tend vers 1. Donc, notre nombre de masse bêta va tendre vers 0 pour une structure lourde et vers 1 pour un fluide lourd. Donc, avec ces nombres adimensionnels-là, on est capable de réexprimer notre équation du mouvement sous une forme adimensionnelle où les primes symbolisent les dérivées spatiales et les points symbolisent les dérivées temporelles. Tout ça en nombre adimensionnel. Donc, comment on va faire pour résoudre notre équation différentielle ici? C'est qu'on va utiliser la méthode de Galerkin. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, premièrement, on a besoin de conditions rives pour bien définir notre problème. Donc, on a l'équation différentielle ici du tuyau qui a été simplifiée pour négliger toute prétention ou tout effet de la gravité. Mais on n'avait pas encore spécifié les conditions rives. Donc, dans ce cas-ci, on va considérer un tuyau simplement supporté. Ça veut dire que à chaque bout, donc à xi qui vaut 0 et à xi qui vaut 1, on a eta, qui est le déplacement adimensionnel qui est nul, mais aussi la deuxième dérivée de eta en espace qui est nulle. Donc, la deuxième dérivée, en fait, c'est proportionnel au moment fléchissant. Donc, on a la flèche et le moment fléchissant qui sont nuls, c'est-à-dire qu'on a les conditions rotules ou une condition simplement supportée. Donc, à partir de ça, on va poser une solution approximative. Donc, on va représenter notre solution approximative par le chapeau au-dessus de nos variables. Donc, notre variable représentant la flèche eta. Et donc, on va utiliser la séparation des variables. Donc, on va avoir une fonction phi R de xi, donc une fonction spatiale, et QR de taux, une fonction temporelle. Et puis, on en a une sommation de R vaut 1 jusqu'à un grand N, où N est le nombre de troncations. Nos fonctions spatiales, phi R de xi, ça va être quoi? Ben, ça va être les fonctions qui sont en fait les modes propres d'une poutre qui est simplement supportée. Donc, c'est des fonctions qui respectent les conditions rives. Dans ce cas-ci, c'est des fonctions sinus avec les différentes harmoniques. Le facteur racine de 2 ici, c'est pour faire en sorte que nos fonctions soient orthonormales. Donc, en substituant notre solution approximative dans notre équation différentielle, mais comme c'est une solution approximative, ça veut dire qu'elle va seulement que solutionner approximativement notre équation différentielle. Donc, au lieu d'être égal à 0 ici, on va avoir un résidu. Mais la méthode de Galerkin, c'est quoi? Ben, c'est d'utiliser ce résidu-là et de le pondérer par nos fonctions d'essai, nos fonctions de forme phi s de xi, et puis d'intégrer sur le domaine. Et puis, le critère de Galerkin, c'est de dire, ben, ce résidu pondéré-là, on va imposer qu'il est égal à 0.
C'est ça la méthode de Galerkin. Ça, c'est ce qu'on appelle le critère de Galerkin. Donc, les phi-s, c'est quoi? Ben, c'est la même chose que nos phi-r de tout à l'heure, c'est juste qu'on utilise un indice différent. Et en ce cas-ci, c'est l'indice S au lieu de l'indice R. Donc, où S vaut 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite, jusqu'à grand N. Donc, si on vient remplacer notre résidu ici par l'équation ici, puis à l'intérieur de de notre fonction du résidu, on vient substituer nos solutions approximatives de état chapeau, on est capable d'arriver à cette équation-là pour évaluer notre critère de Galerkin. Où là, il y a plusieurs symboles. On va avoir notamment delta SR, qui est le delta de Kronecker. Le delta de Kronecker, c'est simple, ça vaut 1 lorsque les indices S et R sont les mêmes. Donc, lorsque S égale R, delta SR vaut 1. Tandis que lorsque S et R sont des indices différents, delta vaut tout simplement 0. Ensuite, de par la forme de notre solution, donc on a dit que nos fonctions phi en espace, c'était des sinus. Lorsqu'on va les dériver 4 fois, lorsqu'on dérive 4 fois un sinus, on obtient un cosinus, un moins sinus, un moins cosinus, ainsi de suite. Et puis en fait, lorsqu'on dérive 4 fois, on se retrouve en fait à avoir r à la 4 pi 4 fois phi r. Donc on peut remplacer la quatrième dérivée par phi r lui-même avec un facteur en avant, tandis que la deuxième dérivée, on va pouvoir la remplacer par phi r avec moins r carré pi carré. Et puis, lorsqu'on va intégrer une forme modale fois une autre, lorsqu'on va avoir, dans le fond, deux sinus, lorsqu'on va faire l'intégrale de deux sinus, mais si ce qui est à l'intérieur du sinus n'est pas pareil, ça va donner 0, alors que si ce qui est à l'intérieur du sinus est pareil, ça va nous donner 1. En fait, c'est le delta de Kronecker. Ensuite, il va rester un terme en phi-s, phi-r', qu'on va devoir intégrer. Et celui-là, vous pouvez le vérifier par vous-même. Si vous faites l'intégrale d'un sinus fois un cosinus, vous allez obtenir en fait l'expression suivante lorsque R n'est pas égal à S. Et lorsque R est égal à S, sin fois cosinus, ça va vous donner 0. Donc, en fait, à partir de tout ça, ce qu'on obtient, c'est quoi? C'est une équation matricielle. Parce que, dans le fond, on va avoir cette expression-là, on va la répéter pour tous les indices S. Donc, pour chaque valeur de S, ça va nous faire une autre version de cette équation-là. Et puis, pour cette équation-là, comme on a un terme de sommation ici, dans le fond, c'est qu'on va avoir n termes dans notre équation. Puis, on va faire la même expansion pour S en n fois. Donc, on va avoir n fois cette équation-là. Donc, dans le fond, on se retrouve avec une matrice de masse de n par n fois nos q point point. Donc, notre matrice de masse, ça va être tout simplement la matrice identité, parce que le delta de Kronecker, il vaut toujours 0 à moins que les indices soient répétés. On va avoir une matrice d'amortissement qui va être donnée par ce truc-là ici. Et puis, on va avoir une matrice de rigidité qui va être donnée par ça ici. Donc, notre matrice de rigidité, elle va être symétrique, diagonale, vous l'aurez deviné, parce que tous les termes, en fait, sont multipliés par le delta de Kronecker. Donc, on va se retrouver avec un système d'équations comme ça, qu'on va pouvoir résoudre comme un problème de valeur propre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser, qu'on cherche une solution sous la forme exponentielle en i oméga tau, et on va trouver les valeurs propres de ce système-là. Ça va nous donner la partie réelle des oméga, ça va être la fréquence d'oscillation, donc la pulsation, tandis que la partie imaginaire, ça va être l'amortissement. Si on fait le rapport de la partie imaginaire sur la partie réelle, ça correspond au facteur zeta, au facteur d'amortissement de notre système. Donc, qu'est-ce qu'on trouve lorsqu'on vient résoudre pour ces valeurs propres-là?
Euh, Bien, si on regarde les premières fréquences naturelles, on considère par exemple les 4 premières fréquences naturelles qu'on trouve, et on peut tracer ici ce qu'on appelle un diagramme d'Argan. Un diagramme d'Argan, c'est quoi? C'est qu'on va tracer les fréquences naturelles qu'on a trouvées sur un graphique qui représente la partie réelle avec la partie imaginaire ici. Et on va venir représenter ce graphique-là. On va venir tracer des points pour différentes valeurs de vitesse d'écoulement. Donc, différentes vitesses réduites. Donc, lorsqu'on a 0 ici, ça veut dire que la vitesse réduite est nulle. Donc, on voit que la première fréquence naturelle, elle se retrouve sur l'axe ici. Donc, la partie imaginaire est nulle et la partie réelle est autour de 10. Donc, ça, c'est pour le premier mode. Le second mode, il va commencer à une fréquence ici, et puis le troisième mode à une fréquence ici. Et donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que lorsqu'on va augmenter la vitesse de l'écoulement, on va nos modes vont se déplacer par là. Donc, on est à 0, à 2, 2.5, 3, et lorsque notre vitesse réduite va valoir pi, 3.14, etc., ben, là, la partie réelle de notre fréquence complexe va devenir nulle. Et si on va à une vitesse réduite un tant soit peu plus grande, ben là, notre fréquence complexe va devenir purement imaginaire. Et donc, si elle est imaginaire, elle va se diviser en deux. Il va en avoir une partie positive et une partie négative. Ce qui veut dire qu'il y a une partie qui va croître dans le temps. Donc, on va avoir un système qui devient instable avec une fréquence de pulsation nulle. Donc, un système instable avec une fréquence de pulsation nulle, avec une partie réelle nulle, c'est un système qui est statiquement instable, donc qui n'oscille pas parce que sa fréquence de pulsation est nulle. Il va juste diverger vers l'infini de façon statique. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant avec notre tuyau. Donc, ce qu'on a trouvé, en fait, c'est que lorsqu'on vient augmenter la vitesse critique, la vitesse réduite, les fréquences de notre système vont diminuer avec l'augmentation de la vitesse de l'écoulement jusqu'à une valeur critique de UR vaut pi, au-delà de laquelle notre système va juste flamber. Hein? C'est ça une divergence statique. Notre tuyau va flamber. Et puis, après ça, si on continue à augmenter la vitesse réduite, ce qu'on va voir, c'est que les autres modes vont continuer de réduire leur partie réelle. Et on va avoir notamment le deuxième mode, la deuxième fréquence naturelle qui va avoir sa partie réelle nulle à une vitesse réduite de 2π. Et puis là, ben, il se passe un truc un peu compliqué ici, c'est que les fréquences du premier mode partent comme ça, une en montant, une en descendant. Et puis les fréquences du deuxième mode, elles viennent les rejoindre, elles partent en montant puis en descendant. Puis les fréquences du premier mode vont se mettre à redescendre à partir de UR vaut 6 à peu près. Et puis à UR vaut 6.375, ben les fréquences du premier mode puis du deuxième mode vont se rejoindre. Il va y avoir confusion de fréquences. Et là, on va avoir des modes combinant le premier puis le deuxième mode qui vont avoir une partie complexe non nulle, donc à la fois une partie réelle puis une partie imaginaire, ce qui veut dire qu'on aurait quelque chose qui oscille, parce que là, la fréquence de pulsation, elle est rendue non nulle. Donc, c'est un mécanisme particulier pour en arriver à une instabilité. On appelle ça le mécanisme du flottement Paidousis. Parce que c'est le professeur Michael Paidousis qui a découvert ce phénomène-là. Mais en fait, c'est un phénomène qui se trouve qu'à être plutôt théorique parce que notre système ici, on l'a étudié avec les équations linéaires. Hein? Donc, linéaire, ça veut dire qu'on a présupposé que les déplacements étaient très petits. Cependant, une fois qu'on a une première instabilité, on a une divergence, notre tuyau flambe,
là, en fait, notre tuyau va être flambé, va être très courbé, et donc sa flèche sera plus du tout négligeable. Donc, nous, ici, on vient faire l'analyse de stabilité autour d'une position droite du tuyau, alors que on a dit que notre tuyau ici était déjà instable. Donc, ce qui va se passer au-delà de la première vitesse critique de UR vaut pi, mais il faut le prendre un peu avec des pincettes. Et donc, il se trouve que dans des tests expérimentaux, on a été capable de voir la première vitesse critique de UR vaut pi. Cependant, au-delà de ça, on n'a jamais pu observer du flottement de type Pay-2-6, où là, on a le deuxième mode qui vient rejoindre le premier mode, comme ça ici, sur l'axe réel qui vaut 0. Donc, une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'une fois qu'on a trouvé nos fréquences propres ou nos valeurs propres, on peut trouver nos vecteurs propres ou nos modes propres, donc les modes de vibration de notre tuyau. Et ce qu'on va voir, en fait, c'est que lorsque la vitesse réduite est nulle, les modes de vibration de notre tuyau sont comme ceux d'une poutre simplement supportée. Hein. Ça ressemble simplement au mode d'une corde de guitare ou d'une poutre simplement supportée. Cependant, lorsqu'on va augmenter la vitesse réduite, donc ici, on a une vitesse réduite du quart de la vitesse critique, ce qu'on va voir, c'est que les modes de vibration vont changer. Ça va être lié à la présence des forces de Coriolis et centrifuge dans nos équations. Donc, avant de se laisser, je voulais regarder un deuxième diagramme d'Argan ici, où là, on a fait la même procédure que tout à l'heure, sauf avec des conditions rives différentes. On a considéré un tuyau encastré libre. Et puis là, on a complètement une stabilité différente. Donc, c'est quand même assez frappant. Hein? Si on considère un tuyau simplement supporté, on a un diagramme d'Argan, on garde les mêmes équations du mouvement, mais on vient changer les conditions rives. Puis là, on arrive à quelque chose de complètement différent. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on va avoir notre premier mode qui, lui, lorsqu'on va augmenter la vitesse réduite, sa partie imaginaire va croître. Donc, ce qui veut dire qu'il va devenir de plus en plus amorti, parce que la partie imaginaire est positive. Cependant, ce qu'on va voir, c'est que le second mode, lui, sa partie imaginaire va d'abord croître, mais ensuite sa partie réelle va diminuer. Donc, ça veut dire que la fréquence de pulsation va diminuer, jusqu'à temps d'arriver à une vitesse réduite entre 5 et 6. Et là, la fréquence complexe va franchir le seuil de 0 ici, ce qui veut dire que la partie imaginaire va devenir négative. Et là, on a une instabilité. On va avoir une instabilité qui se produit alors que la partie réelle est positive et non nulle. Et donc, on doit comprendre ici qu'on a une instabilité dynamique, une instabilité de flottement. Donc, notre tuyau va avoir un taux de croissance négatif, va avoir un taux de croissance ou un taux d'amortissement négatif, et en même temps, il va avoir une pulsation non nulle, donc il va osciller avec de plus en plus d'amplitude. Donc, c'est assez intéressant. Ce qu'on voit, en fait, c'est que selon qu'on a des conditions simplement supportées, on a une instabilité statique. Des conditions encastrées libres, on a une instabilité dynamique. Donc, ce qu'on s'est demandé ensuite, en fait, c'est qu'est-ce qui se passerait si on avait des conditions rives un peu entre les deux. C'est-à-dire ni simplement supportées, ni encastrées, mais quelque part entre les deux, ça voudrait dire, en fait, des conditions rives comme un ressort. Et donc, c'est ce qui a été testé ici dans le laboratoire de Pay-2-6 avec un tuyau encastré à un bout et supporté par des ressorts proches de son autre bout. Et ce qu'on voit, en fait, c'est une succession d'instabilités en 3D. Donc, tout d'abord, on a une instabilité de flambement. Et puis, si on continue d'augmenter la vitesse de l'écoulement, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'après ça, il va y avoir une instabilité dynamique qui va avoir lieu, et puis le tuyau va se mettre à osciller dans le plan perpendiculaire à celui où il était courbé
au début. Donc, on voit le tuyau qui courbe, qui est donc l'instabilité de flambement, et puis qui, après ça, en continuant d'augmenter la vitesse de l'écoulement, se met à vibrer dans le plan perpendiculaire. Le dernier point que je veux toucher ici, c'est celui de l'effet d'une masse ponctuelle. Donc, il y a Copeland et Moon qui ont fait des expériences où ils ont ajouté une masse au bout de leur tuyau. Et puis, ce qu'ils ont observé, c'est toute une succession de mouvements de plus en plus complexes tracés par leur tuyau dans différentes conditions. Donc, il peut y avoir des mouvements planaires, des mouvements tridimensionnels, des espèces de figures de spirographes tracées par leur tuyau. Ce qu'ils ont même observé, en fait, c'est que pour différentes conditions, on peut carrément observer des mouvements chaotiques qui ne se répètent plus avec une vitesse d'écoulement assez grande. Et donc, je vais vous laisser sur une vidéo d'un tuyau parcouru par un écoulement avec une masse ponctuelle au bout. Et donc, c'est le tuyau de pompier sous forme Fire Hose Rodeo avec un cascadeur ou un jackass qui est suspendu tout au bout. Et puis, on observe bien un mouvement chaotique dans le système.